Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Campus Tours. Vous écoutez Étonnant Nom, un podcast original des étudiants de philosophie de l'Université de Tours Kairos. Je suis Zaytouna Mada et j'ai l'honneur de présenter cette émission. Le podcast du jour explore comment la philosophie est traversée par des expériences personnelles de rapports de pouvoir, des conflits théoriques et des institutions qui façonnent notre manière de penser. Et pour ce faire, j'ai un invité exceptionnel depuis Paris, j'ai nommé Louis Delcourt. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quelques mots sur votre thèse, comment on s'est rencontrés et quoi d'autre, et ce que vous jugez important. Ouais, ouais, moi c'est Louis. On s'est rencontrés l'année dernière parce que j'étais ATER à la fac de Tours. Donc, c'est-à-dire j'avais un contrat d'enseignement et théoriquement de recherche, mais en fait c'est surtout d'enseignement. Et je faisais ça à la suite de mon contrat doctoral, parce que donc, je suis en doctorat à l'université de Nanterre. Et donc après 3 ans à Nanterre, j'ai trouvé ce contrat à Tours. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et mon doctorat, il porte sur Marx, plus spécialement sur la jeunesse de Marx, ses textes de jeunesse. Et pour être plus précis encore, c'était parti d'une formule qu'on trouve dans un de ses textes qui m'avait paru assez curieuse et qui m'avait intéressé, et qui consistait à identifier l'abolition de la propriété privée à, je cite Marx, une émancipation de tous les sens, une émancipation de la sensibilité. Et on ne trouve pas vraiment ce genre de langage ensuite chez Marx. Et donc je voulais me demander un peu d'où ça venait, pourquoi est-ce qu'il associait une question apparemment essentiellement économique et sociale à une question de sensibilité, d'affect, peut-être même esthétique. Et donc ça consiste à essayer déjà d'expliquer un peu ce qu'il veut dire quand il dit ça, et chercher un peu d'où ça vient. Euh, et le point auquel j'en suis un peu arrivé, c'est de dire que ça vient du sensualisme allemand, c'est-à-dire de toute une série de discours qui consistent à expliquer que la modernité dans laquelle il se trouve consiste à réussir à dépasser le christianisme étant lui-même identifié comme ce qui aliène l'humanité, et le christianisme étant caractérisé comme ce qui nie ou ce qui réprime ou ce qui refoule la sensibilité. Donc l'idée qu'il s'agit de libérer la sensibilité, elle vient de là, et ensuite Marx, il la déplace parce que son ennemi principal, c'est très vite, c'est plus le christianisme, mais c'est le système de la propriété privée, ce qu'il appellera après le capitalisme. Voilà un peu pour résumer assez brièvement le sujet de la thèse. Et voilà. Merci. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, je ne sais pas si vous avez une réponse, mais bon, bref. Euh, Comment ça se fait que le christianisme, c'est l'agent qui va refouler les émotions, les expressions des gens, alors que on avait vu en philosophie de la création artistique tout un mouvement au XVe siècle où ils essayaient de lier l'art au christianisme parce que justement l'art c'est les images c'est ce qui parle mieux aux personnes par rapport au fait notamment de la Trinité ou des trucs comme ça. Je m'y connais pas, excusez-moi. C'était pour faire comprendre aux gens quelque chose qui n'est pas totalement intelligible parce que ça nous dépasse. Et du coup, tout ça, ça passait par l'expression de l'art et pour ma part de la sensibilité. Eh ben, il y a deux réponses. C'est que déjà, il s'agit de la perception qu'avaient les intellectuels allemands progressistes disons, de la fin du XVIIIe, début du XIXe, du christianisme. Donc, évidemment que c'est une perception très biaisée, enfin très particulière en tout cas. Donc, ça dit pas grand-chose de ce qu'a été le christianisme dans toute sa complexité, hein. C'est le jugement qu'à ce moment-là, il porte sur le christianisme. D'accord. Et pour porter ce jugement, il s'appuie sur le discours qui, pour le coup, a toujours été un peu tenu par le christianisme, sur le fait que le péché, ce qu'il y a de mal à l'intérieur de l'homme, c'est ce qui est associé à sa chair, c'est-à-dire à ses appétits sensuels, en fait à tout ce qui vient de ses sens. Euh,
Donc c'est à partir de cette intuition immédiate qu'ils associent le christianisme à une répression de la sensibilité. Et comme tu l'as dit très justement, hein, évidemment, les choses sont plus complexes. Mais en fait, on pourrait aussi répondre plus longuement sur cette question proprement dite de l'esthétique chrétienne, parce qu'il y a justement, il y a pas mal de textes de Feuerbach, qui est quelqu'un qui a été très important pour Marx sur ça, c'est-à-dire il dit effectivement il y a eu un art chrétien, mais c'était un art en quelque sorte qui se niait lui-même en tant qu'art, c'est-à-dire il avait que pour fonction d'essayer d'exprimer quelque chose qui était considéré comme inaccessible à la sensibilité. Donc c'était une sorte de moyen, mais moyen considéré comme imparfait. Et donc il y avait Ok. toujours mieux que l'art, c'est-à-dire l'accès direct et immédiat à la divinité. Alors que, par exemple, chez les Grecs, parce que pour les Allemands à l'époque, il y a une grande opposition entre justement le monde païen et l'Antiquité grecque et le monde chrétien. Chez les Grecs, il y avait un rapport beaucoup moins, enfin beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus spontané et beaucoup plus immédiat à l'art. Euh, voilà, mais bon, ça sera un peu long de rentrer dans les détails, mais ça conteste pas du tout l'objection que tu fais, mais pour bien y répondre, il faudrait prendre pas mal de temps. Mais c'est intéressant. Oui. Ça marche. Lévinas dit que la pensée commence avec une expérience personnelle, enfin la pensée philosophique en tout cas. Euh, dans mon cas, je me rappelle que en terminale, ce qui m'a vraiment intéressé, attiré dans la philosophie, c'était un cours sur Michel Foucault où la prof disait, enfin c'était l'idée que chaque fois qu'on aura affaire à une multiplicité d'individus auxquels il faudra imposer une tâche, une conduite, le schéma panoptique pourra être utilisé. Et moi, ça m'avait grave parlé parce que quand j'étais petite, ça m'agaçait un peu de vivre dans mon petit village où à chaque fois, il fallait se conformer à certaines normes, etc. Et je me suis toujours demandé en fait d'où ça venait et pourquoi tout le monde s'était mis à agir comme une secte comme ça et que ça avait l'air de convenir à tout le monde en fait, sauf aux personnes justement qui sont jugées euh, hors des normes ou anormales, ou je sais pas, anormales si on est dans Mm. le vocabulaire de Foucault. Mais du coup, Ouais, je vois. dans votre cas, qu'est-ce que vous a conduit vers la philosophie du jeune Mars au point d'en faire un travail de recherche? Oui, bah c'est très intéressant. L'exemple aussi est intéressant. En fait, ça touche ouais, la question qu'on essayait de se poser, c'est-à-dire sur le rapport entre des lectures qui apparemment sont loin de notre vie, parce que, bon, Michel Foucault encore, c'est pas si loin dans le temps, mais c'est quand même, ça commence déjà à être loin. Et puis peu importe, en fait, c'est pas la question, parce qu'on pourrait avoir le même type d'expérience que tu décris avec Platon, où tout d'un coup on a l'impression que Platon parle de notre environnement immédiat. Enfin, et du coup, ça c'est intéressant parce que c'est comme ça que, je pense, que c'est comme ça que le désir de lire de la philosophie et d'en faire apparaît à partir de ce sentiment qu'il y a une connexion. Il peut y avoir une connexion très forte entre des choses assez abstraites, assez lointaines, ou des concepts assez abstraits et l'expérience la plus immédiate. Et donc, pour donner un peu des exemples personnels et rattacher ça à ce qui est devenu ensuite mon sujet de thèse, moi, à la base, c'était pas tellement Marx, c'était Althusser. Mais c'est Althusser qui m'a emmené vers Marx. Althusser, c'était un philosophe marxiste, justement, de la deuxième moitié du XXe siècle français. Et, euh, et j'en avais entendu parler aussi en terminale, au- un peu comme ça en passant dans un cours. Et j'ai trouvé un de ses livres très peu de temps après le cours. J'ai commencé à lire et il y avait dedans une interview qui s'appelait La philosophie comme arme de la révolution. Donc c'était déjà assez frappant comme titre. Et dedans, il essayait de développer des choses qui, en fait, en les réalisant maintenant, me semblent pas très intéressantes d'un point de vue philosophique, mais là, ce qui compte, c'est pourquoi est-ce que ça m'a tellement frappé à ce moment-là. En fait, il reprenait un peu des idées qu'on trouve souvent dans les auteurs marxistes, c'est-à-dire que, à la base, la philosophie et de manière générale la culture, et donc ceux qui travaillent dans ces domaines-là, donc les intellectuels, ceux qu'on avait l'habitude d'appeler les intellectuels, ils sont, comme on disait dans ce langage, ils sont petits bourgeois. C'est leur classe sociale, ils appartiennent à la petite bourgeoisie. Ce qui veut dire que leurs intérêts les portent plutôt à la conservation de l'ordre établi. Ils ne sont pas révolutionnaires, au contraire.
parce qu'ils ont une place qui est relativement bonne dans la société, et ils n'ont aucun intérêt à essayer de transformer de manière radicale cette société. Donc il rappelait ça. Il rappelait que c'est là-dessus qu'a beaucoup insisté Marx lui-même, d'ailleurs, en disant que s'il y a besoin de faire une rupture avec la philosophie, c'est ce que prétentait faire Marx, c'est notamment pour cette question-là, parce que la philosophie, par tradition, et puis du fait de, disons, de l'origine sociale, ou en tout cas de la position sociale de ceux qui la font, est plutôt du côté de l'ordre établi. Donc il reprend cette idée de Marx, et en même temps, c'est le titre même de l'interview, où la philosophie est une arme de la révolution, donc on comprend que ça peut devenir autre chose. Et alors ça me frappait beaucoup. Et pour expliquer un peu comment ça, je pense, c'est articulé dans ma tête d'élève de terminale. Bon, déjà, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que le communisme. Je ne savais pas ce que c'était même le syndicalisme. J'avais jamais vu de manif de ma vie. Enfin, je venais pas du tout d'un milieu politisé ou syndicalisé ou même de gauche. Mais évidemment, enfin, je veux dire, même dans ces conditions, je pense que quand on entend évoquer, je sais pas, le mot de bourgeois, par exemple, quand on entend évoquer le problème des classes sociales, euh, ça nous renvoie à des expériences qu'on a en permanence et notamment qu'on commence à conscientiser un petit peu au collège, au lycée. On voit les différentes trajectoires scolaires des uns et des autres. On voit qui ne va pas en lycée général, qui y va. Enfin, bon, on s'aperçoit de ces choses-là, même si on n'a pas trop les mots pour les dire. Donc, je pense qu'on peut être assez facilement réceptif à déjà un discours qui vient nommer ces choses. Et d'ailleurs, moi, c'était un peu ça, c'est-à-dire que je voyais beaucoup toutes ces choses-là, mais j'avais pas du tout de l'habitude, j'avais pas été éduqué à parler de ces problèmes-là, parce que bon, dans le milieu d'où j'étais, qui était justement un milieu un peu petit bourgeois, intellectuel, quelque chose comme ça, disons que bon, les rapports de classe, la lutte des classes et tout, c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie du vocabulaire. Donc déjà, il y avait ça, c'est-à-dire tout d'un coup, on dispose d'un petit langage, même d'un embryon de langage, c'est pas grand-chose, mais pour nommer quelque chose que jusque-là, on n'arrivait pas à nommer. Et puis ensuite, bon, il y a quelque chose qui est que cette idée, enfin cette première idée selon laquelle la philosophie, ou en tout cas les intellectuels, sont d'abord dans leur masse, dans leur être social, des petits bourgeois, ça peut être assez culpabilisant. C'est-à-dire, on se dit, bon ben moi c'est ça que j'ai l'air d'aimer, et puis disons que je viens d'un milieu où on est plutôt dans ce genre de profession intellectuelle. Ok. Alors ça veut dire que je suis réactionnaire. Bon, mais en fait, ça n'a pas fait un effet tellement de culpabilisation, mais plutôt justement comment dire, de venir nommer quelque chose. C'est-à-dire, je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche, et que j'ai pas, enfin, et que plus je me rapproche disons, de la réussite scolaire ou de cette trajectoire qui va m'emmener vers des professions intellectuelles, plus je sens que ça me classe quelque part dans la société. Donc là aussi, ça vient nommer quelque chose d'important. Et en même temps, comme il rajoute que si on a conscience de tout ça et qu'on fait tout un travail, il parle de rééducation, ce qui est un peu effrayant, mais bon, disons qu'il parle de rééducation. En tout cas, il y a moyen de faire jouer la philosophie autrement, c'est-à-dire de se la réapproprier, de ne plus en faire un- une arme de la classe dominante, mais de la mettre au service de la révolution, puisque c'est le titre de l'interview. Et donc, c'est une espèce ça fonctionne comme une espèce de promesse, enfin, je veux dire, ça donne une perspective à s'engager dans la philosophie, qui, pour moi, a été hyper prometteuse, parce que ça voulait dire que continuer là-dedans, continuer à lire de la philosophie, faire des études de philosophie, ça ne voulait pas forcément dire commencer un destin de bon élève, de, 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 de quelqu'un de rangé, ça pouvait être aussi une expérience révolutionnaire. Donc évidemment que c'était un peu romantique comme idée, mais
ça faisait que la philosophie pouvait presque ressembler, je sais pas, enfin, je voyais au lycée, il y a des gens qui se mettent à faire du rock. Bon, et donc faire du rock, c'est faire de la musique, mais c'est aussi vivre une certaine marginalité par rapport aux normes sociales dominantes. Enfin, et puis c'est tout un mode de vie, c'est quelque chose qui touche du coup beaucoup plus large qu'une simple expérience musicale. Bah, la philosophie, ça pouvait peut-être être un peu ça aussi, c'est-à-dire pas être seulement quelque chose de l'ordre de la lecture, des livres, des bibliothèques, de la culture, mais que ça pouvait toucher aussi aux rapports sociaux, aux rapports politiques, enfin avoir cet enjeu-là. Donc ça c'est beaucoup structuré comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je pense que ça a été aussi marquant cette lecture-là. Et de fil en aiguille, ben, d'Althusser, on passe à Marx et des choses comme ça. Mais après, ça peut. Enfin, là, c'est mon exemple personnel, mais c'est vrai que je pense que toi, tu donnais aussi un exemple de ta lecture de Foucault. Et en effet, je pense que ça peut se généraliser, et c'est intéressant, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre son être social et son être de lecteur de philosophie. Son être social au sens très large, c'est-à-dire c'est la position qu'on occupe dans les rapports de classe, dans les rapports de genre, dans les rapports de race, enfin au sens de race sociale évidemment. Et la façon dont tout ça s'est articulé, qui nous définit un peu la place qu'on a dans une société. Et puis comment c'est articulé aussi avec une histoire familiale. Enfin après chacun c'est articulé chez chacun différemment. Comment tout ça, ça se rencontre avec des lectures. Et c'est pas, il y a aucune relation simpliste, c'est-à-dire relation simpliste qui dirait, bah, voilà, si on vient d'un milieu ouvrier, on va être intéressé par Marx. Ça peut même être l'inverse. Ça peut même être l'inverse au sens même où si on vient d'un milieu ouvrier, peut-être qu'on va avoir beaucoup de goût pour la métaphysique, justement pour sortir de cette assignation à cet être social-là. C'est-à-dire, en fait, n'importe qui peut s'intéresser, faire de la métaphysique, les problèmes les plus spéculatifs de la philosophie. Mais dans tous les cas, il y a toujours, je pense, un rapport à creuser entre ces choses-là. Étant dit que c'est un rapport assez complexe et qui doit être constitué un peu selon chaque trajectoire. Voilà, et après on peut se demander aussi bah, comment est-ce que l'institution scolaire et puis universitaire accueille ce genre de questions. Euh, Moi, ma réponse c'est que plutôt elle l'accueille pas trop. Parce que là, si je parle plus précisément de comment ça devient un objet de recherche, parce que c'était un peu ta question, bah, comment ça devient un objet de mémoire par exemple, ou ensuite de thèse, qui se passe la plupart du temps, surtout à partir du moment où il y a un enjeu de financement, donc à partir du doctorat, c'est que énormément de gens sont condamnés à choisir comme objet de recherche ce qui est proposé, c'est-à-dire ce qui va être financé. Ils savent que sur tel auteur, sur tel sujet, ça va être financé. Et donc, en fait, bon, ils laissent de côté leurs goûts les plus personnels pour choisir ça. Bon, c'est le cas disons, le plus grave de dissociation entre son désir philosophique et puis les conditions dans lesquelles on peut en faire un métier. Mais même dans des cas un peu moins extrêmes, on se retrouve la plupart du temps à... Bon, mettons qu'on réussit à faire imposer ce qui nous intéresse vraiment comme objet de recherche. Ensuite, on est toujours face à la question de, bon, les questions que je me pose sur cet auteur ou sur ce texte ou sur cet objet de recherche, est-ce qu'elles sont pertinentes? Et ça va être le professeur ou la professeure qui dirige la recherche, qui va nous dire, bon, ces questions, en fait, elles sont pas très pertinentes, vous pouvez très bien travailler sur ce que vous voulez, mais ce qui est intéressant en ce moment sur cet auteur, c'est telle question. Bon, donc, on doit négocier en tout cas avec ça, et il y a pas du tout de préjugé immédiat du côté de l'institution que ce qui est le plus important, c'est que les gens travaillent à partir de ce qu'il y a de ce qu'il y a de plus intime. C'est-à-dire s'il y avait, je dis pas que c'est facile, mais s'il y avait au moins ce préjugé, c'est-à-dire de mettre l'effort là-dessus, de mettre l'effort sur le fait que les gens osent travailler à partir de ce qui les anime vraiment. Je pense que ça pourrait changer pas mal de choses.
Aujourd'hui, Euh, travailler sur Marx à l'université paraît moins marginal qu'à une certaine époque. Est-ce que c'est parce que ces idées ont été intégrées au paysage intellectuel ou est-ce qu'ils conservent toujours cette force critique? c'est une très bonne question. Et, j'allais un peu parler de ça justement. Euh, Parce que en fait, ça rejoint la question comment est-ce qu'un objet de lecture devient un objet universitaire. Le cas de Marx, il est assez frappant parce que Marx soit devenu un objet universitaire, il est au programme même du lycée, il est au programme de l'agrégation, on peut faire des thèses sur Marx. Ça paraîtrait assez stupéfiant, je pense, à, je sais pas, quelqu'un qui vivrait en 1950 ou 1960, où Marx, c'était une espèce d'épouvantail de communiste enragé. Et donc, ça dit quelque chose de... Marx est devenu un objet philosophique traditionnel, respectable. Et évidemment, c'est très ambigu, ce destin qu'a Marx, parce que, enfin, ce qui frappe le plus, c'est que ça lui a ôté toute espèce de force critique, c'est-à-dire on fait une thèse sur Marx comme on fait une thèse sur n'importe quel auteur qui n'a pas de prétention révolutionnaire. Bon, d'un autre côté, en même temps, on peut se dire, ça ouvre des possibilités, ça veut dire que ça rend possible de travailler sur quelque chose qui était exclu du champ de la recherche. Mais en fait, on peut comparer ça à beaucoup de choses, c'est-à-dire comment est-ce que, je sais pas, certaines musiques populaires deviennent tout d'un coup reconnues par l'industrie musicale, on commence à financer ce genre de musique, il y a des labels, et, enfin, ça s'institutionnalise. Et tout le monde sait très bien à quel point ça peut vider cette musique de ce qui faisait au départ son potentiel créateur. Bon, ben, c'est un peu la même chose avec Marx, mais, euh, mais c'est pas forcément spécifique à Marx. Et puis même, la question elle peut se poser à une échelle plus individuelle, c'est-à-dire le moment où on aime lire, et qu'on aime vraiment lire, on peut en faire un objet de recherche. Toujours un moment un peu ambigu, parce que l'enjeu, c'est de savoir si dans cette transformation d'un objet personnel à un objet officiel, est-ce que ça va être une réussite pour dire ce qu'on a à dire, ou est-ce que ça va être une perte, une espèce d'aliénation? C'est-à-dire où on va devoir, ce qui nous touche le plus, on va devoir le formuler dans un langage qui est standardisé, qui est normalisé, et donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de réponse absolue. Enfin, peut-être on en parlera un peu plus tard, mais en tout cas, pour moi, c'est le problème un peu spécial. Comment comprendre l'idée selon laquelle il existerait une forme de conflit jusqu'à dans la théorie elle-même qui se joue dans la philosophie? Une forme de conflit, oui. Ben, oui, ça nous emmène un petit peu ailleurs et en même temps, ça fait directement écho à Marx et Althusser. Bon, par exemple, Althusser, une des expressions, une des idées pour lesquelles il est connu, c'est que la philosophie, c'est une forme de la lutte des classes dans la théorie. C'est-à-dire, dans l'espace de la théorie, les conflits qu'il y a dans le champ philosophique ou dans le champ théorique, c'est des espèces de répercussions ou des échos, il y a des correspondances avec la lutte des classes au sens habituel dans la société. Et à partir de là, ça permet en effet un peu de réfléchir au rapport entre la philosophie et la conflictualité, parce que je me souviens qu'une de tes questions dont on discutait il y a quelque temps, c'était sur la question de pourquoi est-ce qu'une idée nous paraît intéressante avant même qu'on sache qu'elle soit vraie. Et c'est une des caractéristiques de la philosophie de manier des idées, des propositions, qui n'ont pas la prétention à être vraies ou fausses, mais qui se jugent, qui s'évaluent sur un autre plan. Euh, C'est-à-dire, on se demande pas si, je sais pas, si quand Sartre dit l'existence précède l'essence, on se demande pas si c'est vrai ou faux. Ou quand Kant dit toute notre connaissance ne dérive pas de l'expérience,
on se demande pas non plus si c'est vrai ou faux. Enfin, disons qu'on a tendance à se le demander, mais en fait, on s'aperçoit vite que c'est une fausse question, c'est-à-dire c'est pas des propositions scientifiques. Et c'est pas des propositions scientifiques parce que les enjeux qu'il y a dans ces propositions et puis ou dans des concepts, c'est toujours, ça mêle toujours des enjeux éthiques, des enjeux politiques. Si je reprends l'exemple de la phrase de Sartre, l'existence précède l'essence, on peut l'entendre en fait de plein de façons différentes, c'est-à-dire on peut le recevoir de plein de façons différentes, et la façon dont on le reçoit, on voit bien que c'est avec son affectivité qu'on le reçoit. On peut se dire, bon, c'est un relativisme intolérable de dire ça, ça veut dire qu'on ne sait plus qui on est, enfin on n'a plus d'identité, puisque on n'a pas d'essence finalement, ce qu'on est, ça dépend simplement de ce qu'on fait, c'est au cours de notre existence, qui est elle-même une existence changeante, qui nous fait passer d'une situation à une autre, qu'on change d'identité, qu'on change d'essence. Et on peut voir que tout de suite, cette proposition apparemment un peu abstraite, qui manie ces concepts existence, essence et tout, elle peut... Enfin, disons que si quelqu'un est obsédé par la question de l'identité de genre, il lit cette phrase, et tout de suite, il rattache cette phrase abstraite aux problèmes concrets, aux problèmes sociaux, aux problèmes sociétaux contemporains de discussion sur, voilà, est-ce que l'identité de genre, c'est une espèce d'essence inhérente à l'individu, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit à travers l'existence. Bon, du coup, cette proposition philosophique touche tout de suite à des choix éthiques, à des choix politiques, des choses comme ça. Mais même l'autre exemple que je prenais, enfin sur Kant, toute notre connaissance dérive de l'expérience. Bon, bah d'ailleurs, ça a déclenché déjà à l'époque des espèces de conflits, et des conflits que déclenchent pas des découvertes scientifiques. Donc on voit bien que c'est d'une autre nature. Ça déclenche des conflits parce que y en a qui ont trouvé que c'était une espèce de remise en question, enfin que ça permettait j'ai perdu le fil. Oui, que ça permettait de remettre en question, par exemple. Enfin, le débat autour des idées innées, par exemple. Des idées innées, est-ce qu'on a des idées innées ou est-ce que toutes nos idées viennent de l'expérience ? Refuser qu'on ait des idées innées, ça peut être pris, et ça a été pris comme une attaque contre la religion. C'est-à-dire, au fond, le bien, le mal, il n'y a aucun autre moyen de savoir ce que c'est, si ce n'est l'expérience, donc ça change avec le temps, ça change avec l'histoire. Donc la prétention de la religion à fournir des valeurs morales absolues qui vaillent de toute éternité, elle est remise en question. Et puis d'un autre côté, on peut se dire que si Kant il critique l'empirisme en disant que toute notre connaissance ne vient pas de l'expérience, que c'est une façon de réaffirmer l'importance de la subjectivité ou la place de la subjectivité dans la constitution de l'expérience. Et donc de dire que, en fait, il y a une place pour la liberté parce que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sait, ne vient pas de notre expérience. On n'est pas simplement réductible à ce qu'on vit, à l'accumulation de nos expériences, de nos impressions. Il y a quelque chose qui vient de ce qu'on appelle le sujet, l'intériorité, enfin des choses comme ça. Enfin, tout ça pour dire simplement qu'on sent bien, dès qu'on lit un peu de philosophie, que ça touche à des choses qui peuvent se révéler tout de suite très conflictuelles et inflammables. Et après la question, enfin si je comprends bien le sens de ta question, c'est pas seulement comme ça dans l'histoire de la philosophie, mais c'est aussi quel est le rapport des gens qui font de la philosophie à cette conflictualité. Parce que en fait, d'accord, les philosophes, ils énoncent des choses conflictuelles, ça déclenche des débats sociaux ou pas, mais en fait, ça se voit même quand on commence à lire, quand on fait des études de philosophie. C'est-à-dire que les gens, dans les classes de philosophie, souvent, enfin, quand ils se prennent un peu au jeu, ils peuvent se disputer, ils peuvent se traiter de phénoménologues, ils peuvent se traiter de... Enfin, et ça a un côté un peu comique d'ailleurs, mais enfin, c'est pour dire que ils peuvent se traiter de spinozistes, se traiter de cartésiens, et derrière ça, on sent qu'ils mettent des choses, et qu'ils mettent des choses importantes, parce que sinon ça laisserait indifférent, enfin, disons, ça déclencherait pas de l'attention. Et après, c'est une question un peu difficile de savoir, oui, justement, qu'est-ce qu'on fait avec ce rapport de la philosophie à la conflictualité. J'ai l'impression qu'il y a deux manières de passer à côté. Une manière qui domine un peu dans l'état d'esprit scolaire, disons,
qui consiste à être un peu dans le déni, déni de ce rapport étroit de la philosophie avec des enjeux éthiques et politiques. Et justement, par exemple, faire passer la philosophie pour quelque chose où il s'agirait de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ce déni, disons, c'est ce qui va avec l'espèce d'idéal d'un débat apaisé où finalement, en effet, on peut discuter de propositions différentes, mais au fond, on va trouver toujours une forme une forme de consensus, une forme de synthèse, parce que la philosophie est faite pour le dialogue. Et disons que dans tout ça, il y a souvent une espèce de refus, de peur, de phobie de la conflictualité. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que le modèle de la dissertation, qui est central dans les études de philosophie en France, enfin, elle adopte elle-même un peu ce mode-là, c'est-à-dire thèse, antithèse et puis synthèse. Donc on doit finir sur une réconciliation. Et devoir toujours, par principe, finir sur une réconciliation, c'est un peu une façon d'éviter ou d'atténuer, de mettre en sourdine le rapport des idées philosophiques avec des conflits qui ne peuvent pas se résoudre comme ça, parce que justement, comme c'est des conflits éthiques, politiques qui concernent toute la société, disons que c'est pas dans une dissertation de philosophie qu'on va les résoudre. Donc il y a un peu un côté artificiel à cet idéal de réconciliation. Après, d'un autre côté, l'autre risque un peu symétrique inverse, c'est de s'enliser, disons, dans la conflictualité, au sens où, je sais pas, on peut se mettre à détester au hasard la philosophie analytique. On commence à entendre parler de cette chose-là, je sais pas à quel moment de ses études, et ça nous semble détestable. Enfin, je pense un peu à ça parce que il y a un entretien célèbre de Gilles Deleuze, l'abécédaire, qui est sur Internet, où à la fin, justement, on lui parle de la philosophie analytique et il se met en colère comme ça en disant « Ah, c'est des gens très très méchants ». Enfin, enfin on sent qu'il y a une espèce de détestation de ça. Et justement, cette détestation, on se dit « Mais si c'était que des idées, pourquoi est-ce que ça toucherait autant ?» Bon, mais je disais que le risque, c'est de s'enliser un peu là-dedans. Alors que ce qui peut déclencher des réactions d'hostilité fortes envers des philosophies, c'est important d'en parler, c'est important de ne pas essayer tout de suite de l'éteindre, mais il faut réussir tout de suite à l'analyser, c'est-à-dire si j'ai le sentiment que telle idée, euh, il faut que je lutte contre elle, et tel courant philosophique, il faut que je lutte contre lui, c'est parce que dans tel contexte, il s'est mis à signifier des oppresseurs, par exemple. Enfin, bon, je te donne un exemple parce que c'est peut-être pas très clair, mais pour revenir justement à Althusser, il a été aussi connu pour avoir très fortement critiqué le concept d'humanisme et la notion même d'homme. Et alors on peut se dire, c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'il s'en prend comme ça à l'humanisme, à l'homme? C'est bien l'humanisme, enfin disons que c'est une perspective d'apaisement, ou en tout cas d'expression libre de l'humanité, bref. Et c'est parce qu'il dit à tel moment de l'histoire, ce concept d'homme et ce concept d'humanisme a commencé à fonctionner pour faire taire toute une série de conflits, notamment les conflits de classe. C'est-à-dire on se servait de l'humanisme, on se servait de l'homme pour dire mais au fond arrêtez avec votre opposition entre prolétaires et bourgeois, vous êtes tous des êtres humains, donc réconciliez-vous. Et que c'était devenu un usage un peu pervers qui ne servait plus qu'à occulter les rapports de classe. Bon voilà, donc c'est un peu un exemple, mais juste pour terminer, si on ne voit pas que le concept d'homme, il peut complètement changer d'usage et donc de sens à travers l'histoire, on finit par se crisper. C'est-à-dire on finit par fixer l'objet même du conflit. Parce que si, en effet, le concept d'homme et l'idée d'humanisme a signifié ça à tel moment, ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, 10 ans plus tard ou 100 kilomètres plus loin, il n'a pas fonctionné dans un tout autre sens. Donc c'est en ce sens-là que il faut faire droit à la conflictualité, mais il faut s'apercevoir que le champ de bataille change en permanence. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais Si, si, tu me c'est très poseras clair. des questions si c'est pas clair. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner un concept parce qu'il s'éloignait trop de ce que vous vouliez dire?
Parce que je pose la question parce que moi, avant, enfin, avant, il y a 6 mois de ça, je voulais faire mon master sur la notion d'identité sociale. Mais en fait, en arrière-plan, je n'avais pas encore fait la distinction entre le sujet, l'individu, mais dans la mesure où je suis d'accord que la question du sujet est plus parlant que celle de l'individu pleinement constitué, qui aurait déjà une conscience de soi, puis rencontrerait autrui. Et je ne trouve plus nécessaire de préciser le social. Enfin, c'est obscur comme ça, mais voilà. Puis maintenant, je m'intéresse à la question du sujet, la construction du sujet, car comment on devient un sujet? Est-ce qu'il y a une ipséité qui est possible, notamment chez Foucault, c'est qui me permettrait d'aborder cette notion d'identité en faisant un peu des dérives, un peu à droite à gauche. Et il y a un côté chez Foucault. D'un côté, il y a que les institutions disent ce qu'on est, un nom, un rôle social, un dossier médical et que sais-je. Et de l'autre, le mouvement par lequel on se détache de soi pour devenir un soi, enfin pour se constituer en tant que sujet. Enfin, c'est le versant spirituel chez Foucault, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un moi psychologisant et de toute façon, il est contre ça. C'est pour ça aussi que je mets des réserves sur la notion d'identité. Du coup, je voulais savoir, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un concept qui vous intéressait au départ et puis vous vous rendez compte qu'en fait, il y a d'autres choses plus parlantes que ça? Je suis pas sûr d'avoir un aussi bon exemple que le tien, donc c'était bien que tu développes ça, parce que je trouve que c'est très parlant. Euh, mais peut-être, peut-être oui, tout simplement en fait, quand j'ai commencé ma thèse, mon sujet, c'était pas vraiment celui que c'est devenu maintenant, que j'ai présenté tout à l'heure sur la sensibilité. Et en fait, c'est un peu le problème que tu rencontres, c'est-à-dire, on définit un projet et moi, j'ai l'impression que c'est même l'indice que ce projet est intéressant s'il change au fur et à mesure de la recherche. Donc, si on est capable d'abandonner, comme tu dis très bien, des concepts parce que finalement, ils nous sont plus utiles, ou en tout cas, c'est pas exactement ce qu'on visait. Enfin, disons que c'est la définition même de la recherche, parce que si on savait tout de suite à l'avance quels sont les concepts dont on a vraiment besoin, il n'y aurait plus vraiment d'enjeu de la recherche. Mais donc, juste pour ajouter un petit exemple, mais je pense moins bon que le tien, au début, je voulais travailler sur la science. Enfin, donc c'était le Euh, titre, c'était science. Excuse-moi, tu peux Pardon? répéter parce que par moment ça coupe. Enfin, Ouais, ok. ouais. Euh, je disais que j'essayais de donner un exemple dans mon cas, euh, était que au début de la thèse, le sujet c'était sciences et politique. Enfin, c'était le titre à peu près. J'avais pas vraiment de titre, mais disons qu'en tout cas, il y avait cette idée, c'est ce concept de science. J'essayais de faire quelque chose avec ce concept. Et justement, je me suis aperçu au fur et à mesure que ce concept, je sais plus quelle formule toi t'as utilisé, mais oui, il m'était plus utile. Enfin, en tout cas, il correspondait plus à ce que j'avais besoin pour continuer à travailler ce que je voulais travailler. Et donc, je l'ai abandonné purement et simplement. Donc, parce que, enfin, je pourrais dire un petit peu pourquoi, mais enfin, je sais même pas si je pourrais vraiment bien développer. Je trouve que l'exemple que tu as donné, encore une fois, est assez parlant pour ça. Mais c'était simplement pour aller dans ton sens, quoi, que je pense que c'est normal et que c'est même bon signe d'abandonner comme ça des concepts en cours de route. Beaucoup d'étudiants aiment lire, mais vivent ensuite l'expérience académique comme une contrainte, ce que moi j'appelle un corset de l'institution. Pourquoi il existe parfois un écart entre le plaisir intellectuel qu'on découvre nous dans notre coin et les formes scolaires de la philosophie? Et aussi, est-ce que l'institution universitaire a parfois agi pour vous comme un corset sur ce que vous vouliez développer, ce que vous voulez dire? Oui, voilà, c'est ma réponse. Non, je plaisante, je vais développer. Mais oui, oui, un corset, c'est le bon terme. Euh, ben, peut-être c'est l'occasion de parler un peu du doctorat, enfin, puisque c'est dans cette expérience que je suis en train de sortir, puisque c'est un exemple pour répondre à la question. Euh, ce qui se passe avec le doctorat à un certain niveau, enfin,
disons que ce qu'on entend le plus, c'est que la précarité de plus en plus forte de l'université, des emplois universitaires, du milieu professionnel universitaire, disons, rend de plus en plus difficile la recherche et le travail, et notamment en philosophie. Enfin, dans toutes les sciences humaines en général, mais en l'occurrence en philosophie. Parce que la précarité, ça empêche de travailler. Ça empêche de travailler au sens le plus basique où si on ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine, si on ne sait pas si on aura un salaire l'année suivante, si on ne sait pas si on va être repris dans la même fac, évidemment qu'on arrive beaucoup moins à se projeter, que les problèmes s'accumulent et qu'on n'a pas l'esprit disponible pour travailler dans les meilleures conditions. Enfin, ça, c'est une espèce d'évidence, mais en même temps, ta question, moi, elle m'intéresse presque plus parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu différente, c'est-à-dire, c'est pas simplement la question de savoir ce qui, disons, dans le contexte économique actuel, rend difficile les études de philo, parce que là, je parle du doctorant, mais il faudrait parler de la précarité des étudiants en licence, en master, qui est un problème encore beaucoup plus grave selon moi. Mais enfin, disons que ta question, j'ai l'impression que c'est pas simplement comment ça fait obstacle au travail, mais comment l'école en tant que telle, enfin l'institution en tant que telle, peut fonctionner comme obstacle. Mais je pense que les deux sont un peu liés, c'est-à-dire que, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on constate, j'ai l'impression, c'est que la précarisation globale de la condition étudiante au sens large, et donc de la condition universitaire aussi, elle engendre différentes réactions disons, des enseignants, à l'université notamment. Il y a un effort pour donner une allure scientifique à la philosophie, pour la standardiser, pour l'adapter aux normes internationales, un tas de choses comme ça, parce que c'est à cette condition qu'on espère obtenir une espèce de reconnaissance. C'est-à-dire que nous aussi, on est une discipline sérieuse, donc nous aussi, on a le droit à des financements, nous aussi, on a le droit à des laboratoires de bonne qualité, on a le droit à des locaux rénovés, etc. Donc il y a cette réaction un peu très perverse, à mon avis, qui est que la philosophie ou les sciences humaines essayent de ressembler à ce que veut, enfin, une espèce de mythe de ce que serait que la science, donc ce qui vaut la peine qu'on finance. Et plus évidemment on court après cet idéal de scientificité, de fausse rigueur, de fausse clarté, plus ça joue comme un corset justement sur notre recherche, parce que bah, ça rejoint exactement la question précédente. Moins on a le droit d'abandonner les concepts, moins on a le droit de changer d'avis, moins on a le droit de se contredire, moins on a le droit de faire des digressions, moins on a le droit d'hésiter, moins on a le droit de parler son langage à soi, et on est obligé d'adopter le langage universel de l'université mondiale. Donc, il y a cet effet-là qui est très très fort. Et je veux dire, ça se joue au niveau des chercheurs, mais ça retombe sur les étudiants parce que si les professeurs commencent à adhérer à ce genre de contraintes, ils exigent de leurs étudiants qu'ils y adhèrent parce qu'ils se disent, bah, c'est comme ça que ça se fait la philosophie à l'université, donc si vous écrivez, il faut normaliser un peu votre expression. Bon. Et donc c'est catastrophique au bout du compte pour tout le monde. Et puis l'autre réaction qui aussi entrave beaucoup la liberté de travail, c'est que la précarité ou la précarisation engendre comme réaction de défense une espèce de repli sur l'entre-soi. C'est-à-dire que on se dit, ben, nous, en tant que philosophes ou chercheurs de philosophie ou professeurs de philosophie, on doit se défendre contre les attaques qu'on nous fait, et donc on se défend d'une manière corporatiste un peu. Et plus on se défend d'une manière corporatiste, parce qu'on y est un peu obligé, enfin, soi-disant, mais c'est vrai qu'on y est un peu obligé quand même, plus, moins on accepte évidemment d'hétérogénéité. On se resserre autour de soi comme une famille qui fait bloc, mais du coup, il y a de moins en moins d'éléments étrangers, et donc ça rend beaucoup moins possible qu'apparaissent des différences, des singularités dans le milieu de la recherche. Donc ça aussi, ça coupe la possibilité de faire des travaux originaux et singuliers. Je m'arrête là.
Et du coup, pour y remédier, euh, parce qu'une fois on en a parlé aussi, vous avez parlé des systèmes de notation, que peut-être que c'était pas la bonne solution de noter parce que ça nécessite d'objectiver la pensée comme c'était des données, etc. Alors que c'est pas ça l'expérience originelle et que du coup on fait tous fait semblant de faire comme si il n'y avait pas cet écart-là entre ce que... Oui, Eh ben j'ai plus les mots. oui, oui, non, mais j'ai très bien compris. Euh, bon, ça, c'est évidemment, c'est une énorme question, l'évaluation, et je me suis pas assez renseigné pour en parler très en détail, mais on pourrait dire que c'est le problème central si on le prend justement dans la mesure où il joue dès l'origine sur ce qu'on s'autorise à lire, ce qu'on s'autorise à penser, ce qu'on s'autorise à écrire. C'est-à-dire, c'est pas simplement le problème de l'évaluation et des notations, enfin de l'omniprésence de ça, du fait que règne sur toutes les études l'évaluation. C'est pas simplement que ça sanctionne des différences sociales, par exemple, ce qu'on dit souvent, ou ça met une pression aux étudiants, c'est que du coup, on se met de plus en plus à ne travailler que dans cette optique-là. Donc ça joue sur même ce qu'on est capable de lire, ce qu'on est capable de comprendre quand on lit, parce qu'on cherche tout de suite la clarté, on cherche tout de suite le contenu qui sera utilisable pour l'évaluation. Et donc on passe à côté de ce qui fait quand même l'essentiel de la philosophie, c'est-à-dire le fait que de la remise en cause de ce qui est clair, de ce qu'on croyait clair, le doute, enfin ces choses-là. Mais pour être peut-être un peu plus... Enfin, par exemple, parce qu'il y avait une autre de tes questions qui portait sur l'expérience de faire cours. Et j'en dis juste très rapidement un mot parce que ça rejoint ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé faire cours, mais on sent très bien que les étudiants, ils attendent un contenu que eux, ils puissent prendre en note sur leur ordinateur, enfin peu importe, qu'ils puissent pouvoir apprendre et qu'ils puissent pouvoir utiliser pour l'examen. Et c'est une évidence, puisque ce qu'on leur demande essentiellement, c'est d'avoir des bonnes notes à l'examen. Donc forcément, ils attendent du professeur qu'il leur fournisse un contenu qui leur permette de faire ce qu'on leur demande. Et donc tout ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire que du coup, on est obligé de... Enfin, si on veut un minimum répondre aux attentes des étudiants, qui ne sont pas les leurs, qu'on leur a imposé d'avoir, on doit donner à son cours une forme, disons, un peu intelligence artificielle. Enfin, j'exagère, je caricature, mais c'est un peu ça. Quelque chose qui soit directement apprenable, utilisable pour l'examen. Donc ça joue. C'est pour dire que ça joue sur plein de dimensions et ça rend notamment l'expérience du cours, enfin ça risque de l'appauvrir beaucoup parce que du coup, évidemment, que ça devient un peu pénible. Je sais pas, les profs qui font des digressions, qui disent une chose puis son contraire, qui changent de sujet entre un cours et un autre. Alors, ça peut être pénible pour des bonnes raisons, mais disons que ça peut être pénible aussi pour des mauvaises raisons, dans la mesure où on pourrait se dire que ça fait partie d'une pensée un peu vivante, ou d'une recherche un peu vivante, que justement le cours et cet aspect de zigzag, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est en effet un problème qui concerne tout le monde. Merci. Du coup, petit conseil aux étudiants, gardez votre énergie pour faire vos lectures personnelles, c'est plus pratique. Voilà. Et bah, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, chers éditeurs et auditrices. Merci, cher Delcourt, d'être venu. Et à Tamara, qui est à l'Injonson. Merci beaucoup à vous tous et bravo pour votre podcast. Merci.